Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast qui parle du quotidien des couples gays. Cet épisode est la suite de l'épisode 3 dans lequel on a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière les termes d'actif, de passif et de versatile, et surtout quels étaient les processus qui nous conduisent à nous coller une étiquette concernant nos préférences en termes de position sexuelle. On a vu que le processus de l'identification de sa position sexuelle idéale semble être un processus long et complexe qui dure en moyenne 15 ans et qui repose manifestement plus sur une exploration de soi-même en autonomie et que cela n'est pas issu d'un échange avec des partenaires. On a aussi appris qu'il y avait environ un tiers d'actifs, un tiers de passifs et un tiers de versatiles, dans l'idéal, mais en réalité, les versatiles adoptent souvent une position différente que celle qu'ils aimeraient, et ils se répartissent à égalité chez les actifs et les passifs. À l'issue du dernier épisode, on se posait la question de l'origine de la différence entre position idéale et position réelle, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui peuvent influer sur la position réelle et qui nous font dévier de la position idéale. Comme dans les épisodes précédents, tout ce qui suit est basé sur l'analyse d'articles scientifiques. Dans cet épisode en particulier, il y a beaucoup de stéréotypes qui vont être décrits et je dois avouer que j'étais assez surpris en lisant certaines études. Tu le sauras aussi peut-être en écoutant ce qui suit, mais j'espère que tu tiendras jusqu'au bout de l'épisode. J'ai fait le choix de parler de stéréotypes pour les conscientiser. Je sais que certains pourraient préférer qu'on aborde rien du tout, mais du coup l'épisode aurait été beaucoup plus court. Personnellement, j'ai trouvé très intéressant de me confronter à l'existence de ces stéréotypes et surtout de me demander dans quelle mesure mes propres pratiques pouvaient être impactées par les éléments dont je vais parler juste après. Les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la position réelle de passif, d'actif ou de versatile sont liés au rapport au pouvoir et au contrôle dans un premier temps. Il y a aussi des constructions ou des croyances sur le genre et sur des facteurs ethniques. Sont également mentionnés la taille du sexe et pour finir la notion d'anxiété sexuelle. On commence par la première catégorie de facteurs, c'est celle qui concerne les notions de pouvoir, de puissance et de contrôle. Et déjà, avant d'aborder ces comportements sexuels que certains peuvent trouver un peu extrêmes, je dois clarifier qu'on parle toujours de relations consenties. Moi, je veux juste parler de ce qui peut avoir un impact sur notre position sexuelle réelle. Quand on parle de puissance et de contrôle, on pense tout de suite à la dominance physique et psychosexuelle, et pour résumer ce type de préjugé, on va simplement dire qu'un individu se présentant plutôt comme sexuellement puissant et dominant sera plutôt assertif, c'est-à-dire actif, et qu'un individu sexuellement docile, contrôlable, soumis sera plutôt passif. On retrouve effectivement ces éléments dans la littérature académique, mais concernant la notion de pouvoir, il semble qu'il y a aussi un fort impact de sa catégorie socio-professionnelle. Et ça, c'est assez inattendu. On retrouve dans une étude de 2001 par Kipax des témoignages où des individus adoptent un rôle en fonction de leur position sociale ou du pouvoir qu'ils ont dans leur travail. Typiquement, on a le témoignage d'un homme versatile qui passe d'un emploi subalterne à un poste de management et qui alors tout à coup décide de ne plus être que actif dans ses relations. Dans son témoignage, il explique qu'il acceptait encore d'être passif avec son partenaire principal uniquement après des soirées en boîte ou après avoir pris des drogues. Mais la majorité du temps, il adoptait exclusivement un rôle actif. D'autres témoignages vont dans ce sens. Les individus expliquent que leur position d'actif est intriquée avec leur job. Ils acceptent parfois d'avoir un rôle de passif, mais uniquement lorsqu'il a été clairement établi dans la relation qui était l'actif dominant habituel. Un autre participant à l'étude se positionnait lui en tant qu'actif, mais pour pimenter la relation avec son partenaire, il expliquait qu'il avait mis en place un jeu. Il jouait avec son partenaire au backgammon, et celui qui perdait devait se soumettre à la volonté de l'autre. En réalité, l'étude suggère que ce participant était plutôt mauvais au backgammon, et il avait peut-être organisé sa propre défaite dans le jeu, ce qui était du coup pour lui une victoire, parce que ça lui permettait d'obtenir du sexe anal en position réceptive, sans dégrader son image. On retrouve beaucoup de témoignages où l'acte réceptif est considéré comme un acte dégradant car il implique une soumission. Cet a priori sur cette position peut conduire certains passifs à ne pas totalement assumer et donc avoir honte du plaisir qu'ils ressentent dans cette position. Et ça, c'est complètement nul en fait, parce qu'en réalité, on peut trouver beaucoup de contre-exemples, notamment avec les concepts des power bottom, de la communauté queer. Je sais pas si ça se traduit vraiment en français, peut-être qu'on pourrait dire passif puissant. En tout cas, un power bottom tend à avoir le contrôle de la situation et il se sent au top de sa puissance lors de l'acte sexuel anal réceptif.
L'idée, c'est celui qui est passif, c'est un peu celui qui monte sur le trône et qui prend possession de l'actif dans cette, vision-là de la chose. J'ai pas trouvé d'article, académique qui parlait de ce phénomène, mais on trouve dans la presse le témoignage d'un power bottom, assez connu qui tient un OnlyFans, qui s'appelle JVM. Dans cet article, il décrit le fait d'être un power bottom comme étant surtout un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que c'est un énorme privilège pour quelqu'un d'être, à l'intérieur de ton derrière et que c'est toi qui décides de lui permettre d'être là. C'est toi qui lui accordes ce privilège et il rajoute aussi, à tous les power bottom de toujours ne s'offrir qu'à ceux qui le méritent vraiment. On retrouve des témoignages similaires chez des hommes, n'ayant certes pas des OnlyFans, mais dans la littérature académique, on a un papier de Kiguwa en 2015 où un participant de l'étude, qui se dit passif, dit aussi ne pas être d'accord du tout avec le concept du passif impuissant ou le passif dans la soumission. Il dit je contrôle totalement le plaisir de mon partenaire. En fait, il n'y a rien de plus excitant de voir le plaisir sur la tête du mec qui est en train de te prendre, quoi. Tu conscience que c'est toi qui lui donnes ce plaisir et qu'à tout moment tu peux arrêter, tu lui donnes ça, en réalité, c'est toi qui contrôles tout. Bon, en résumé, dans cette partie, on a vu que des personnes associent le rôle de l'actif à un rôle de pouvoir et de domination, et cela les empêche de tenir un rôle de passif de peur de perdre leur statut. Ce point de vue peut être considéré comme dégradant pour les passifs et générer une image de soi négative chez ces derniers. Et au contraire, en fait, ces dernières années, et principalement au sein de la communauté queer, il apparaît un nouveau courant de pensée qui replace les passifs aux commandes et les présente comme ceux qui ont le total contrôle de la situation. On passe ensuite au critère de genre, et c'est sans doute le plus répandu dans l'inconscient collectif. Le stéréotype ici, c'est qu'une personne va adopter une position sexuelle en accordance avec une série de rôles, de normes ou de stéréotypes associés au sexe dans sa définition biologique. Je pense qu'on l'a tous entendu quelque part, et parfois même on l'a utilisé soi-même, soit volontairement, soit de manière décalée, pour essayer de faire une blague, soit juste par maladresse. Il s'agit de demander qui fait le papa ou la maman dans un couple, par exemple, qui fait le mâle ou qui fait la femelle. Inutile d'expliquer le stéréotype, les attributs masculins sont plus souvent associés à un comportement assertif et que les attributs féminins sont plus souvent associés à des comportements réceptifs. Dans une étude de 1992, on montre qu'il n'y a pas d'association significative entre le rôle insertif, c'est-à-dire actif, et une identité masculine très forte. Mais par contre, l'étude montre qu'il y a entre le rôle réceptif et une identité féminine marquée, un lien qui peut être établi. En 1997, Bailey, dans une autre étude, il s'intéresse à l'intrication qu'il y a entre le genre, la position sexuelle idéale et la perception de soi et des attentes qu'on a envers ses partenaires. Il montre clairement une association entre les étiquettes actifs et des descripteurs masculins que les gens se donnent eux-mêmes et les étiquettes passifs et des descripteurs féminins, encore une fois, que les gens se donnent eux-mêmes. Les chercheurs sont allés un peu plus loin et ils ont cherché quelle était l'importance que les participants de l'étude donnaient aux attributs de genre lorsqu'ils se présentent aux autres ou lorsqu'ils cherchent un partenaire. Ils montrent dans cette partie de l'étude que les hommes gays tendent à chercher des personnes avec un comportement et un look sexuel typique très marqué, donc très masculin ou très féminin, et rejettent parfois des looks moins marqués, plus androgynes ou ne présentant pas d'attributs spécifiques. Dans l'article, les chercheurs proposent que les hommes gays cherchent des partenaires avec un genre très typique parce qu'ils ont une image erronée de la communauté. C'est-à-dire qu'ils imaginent que dans la communauté, il y a beaucoup de profils ayant un genre indéterminé ou divers, alors qu'en fait, en 1997, il y a d'autres études qui montrent que c'est pas une réalité. Et parce que les gens supposent de manière erronée qu'il y a une grande variabilité de genre dans la communauté, ils recherchent des stéréotypes, des personnes avec un genre très très marqué. Bon, le dernier point rigolo de l'étude, c'est qu'il montre aussi que les gays sont généralement assez mauvais pour se décrire eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la manière dont ils s'auto-qualifient sur l'échelle de la masculinité comparée à la manière dont les qualifierait un panel extérieur à qui on aurait présenté leurs photos. Bon, le résultat de cette étude, c'est que les actifs se donnent le plus souvent des descripteurs masculins, les passifs se donnent des descripteurs féminins, mais les individus, de manière plutôt ironique, ont une image d'eux-mêmes qui n'est pas vraiment celle qu'ils recevraient d'un panel d'individus extérieurs. Et aussi, ils expriment des attentes de caractéristiques masculines ou féminines très marquées chez leurs partenaires, parce qu'ils supposent qu'il y a une grande variabilité de genre dans la communauté, alors que d'autres études montrent que c'est pas vrai à l'époque de l'étude en 1997.
Dans une étude de 2011, on trouve encore un lien direct entre actif-passif et la perception de sa propre masculinité chez Hart. Je suis pas certain qu'on peut dire qu'en 2022, on a totalement aboli les stéréotypes de genre et le lien qu'on fait avec notre position sexuelle idéale. Qu'on a vu ici des études qui ont montré un lien direct entre l'expression de la masculinité ou de la féminité et le choix d'une position sexuelle idéale, mais cela semble être plutôt le fruit d'une construction issue de la manière dont on traduit des stéréotypes, et ce phénomène est amplifié par une perception ou une conception erronée de la variabilité du genre dans la communauté. Je pense que ça serait intéressant de creuser les études plus récentes pour voir si ce sujet a évolué, et si c'est le cas, ce sera peut-être l'objet d'un prochain épisode. On va maintenant aborder les facteurs ethniques qui semblent influencer sur la position adoptée. Dans une étude de 2015 par Leak, les chercheurs ont recruté des participants à qui ils ont montré une série d'adjectifs et ils leur ont demandé de les noter sur plusieurs dimensions, du genre, de la race et du rôle sexuel. Les chercheurs ont montré que les catégories black et actif sont stéréotypées comme étant masculines. Les catégories de type asiatique, passif sont stéréotypées de manière similaire comme féminine. Il était explicitement demandé aux participants de parler des stéréotypes, même s'ils n'y accordaient aucune importance. Donc on obtient un résultat qui décrit certes des stéréotypes qui existent effectivement, sans doute, mais qui peuvent ne pas refléter ce que les gens pensent vraiment. Pour essayer de vraiment comprendre quelle est la pensée réelle, les chercheurs proposent une deuxième étude où on présente aux participants une série de 75 visages masculins créés avec un logiciel de modélisation de visage qui estime les caractéristiques phénotypiques sur la base de paramètres observés dans plusieurs centaines de scans en 3D de visages de la population humaine. On est globalement capable d'associer à chaque visage virtuel une origine ethnique particulière. Les chercheurs ont ensuite demandé aux participants de noter ces visages, soit sur des critères de masculinité, soit sur des critères de position sexuelle préférée. Et là, de nouveau, les résultats ont montré que les visages de synthèse associés à des afro-descendants sont en moyenne notés comme ayant des rôles sexuels perçus comme étant actifs et un genre masculin. Et de nouveau, les visages associés à des personnes asiatiques montrent plutôt un rôle réceptif et un genre féminin. Dans une dernière partie de l'étude, les chercheurs ont consulté un site de rencontre qui s'appelle Manhunt et ils ont relevé la position sexuelle préférée, c'est-à-dire bottom versa au top, et l'origine ethnique des profils disponibles. Et là, encore une fois, ils obtiennent des résultats similaires indiquant que les afrodescendants ont plus de probabilité de s'identifier en tant qu'actifs. Ensuite viennent les caucasiens, à moitié, actifs et passifs, et ensuite viennent les asiatiques qui sont principalement identifiés comme étant passifs. Dans cette partie, on a vu que les hommes gays semblent adhérer à des croyances genrées sur les catégories raciales et les rôles sexuels, de sorte que des catégories des hommes noirs et des actifs sont stéréotypées de manière similaire comme masculines, tandis que les catégories des hommes asiatiques et des hommes passifs sont stéréotypées de manière similaire comme féminines. Il est clair que les croyances sur les rôles sexuels peuvent être influencées par des stéréotypes genrés et raciaux, mais il est important de se rappeler que ces stéréotypes ne reflètent pas la position idéale qu'une personne serait susceptible de choisir. En réalité, c'est pas très clair. Ces études, elles montrent surtout qu'il existe ça, on ne sait pas exactement l'expliquer pourquoi. On va aborder maintenant un facteur qui est la taille du pénis. Il y a pas mal d'études qui confirment le fait que les hommes ayant un petit pénis sont plus probablement passifs et les hommes avec un grand pénis sont souvent plus actifs. En 2010, une étude par Grove montre qu'il y a vraiment une tendance directe entre la taille du pénis et la position sexuelle réelle. Une autre étude en 2011 reproduit exactement ces résultats, mais surtout on montre que un passif avec un gros kiki va être beaucoup plus fluide, donc il sera beaucoup plus probable qu'il soit passif, mais versatile passif. Cette étude, elle fait aussi écho à ce qui est représenté dans la pornographie. En 2017, Joseph Brennan de l'Université de Sydney a publié une étude qui s'intéresse au lien entre position sexuelle et la taille du sexe dans la pornographie. En fait, l'étude, elle constate qu'il y a effectivement un lien entre la taille du pénis et la position sexuelle, mais montre que quelque part, c'est pas représentatif de la société. Il s'agit sans doute aussi de stratégies marketing particulières de certains sites. Et aussi, il indique que
Les acteurs versatiles ont été exclus de l'étude. En fait, en gros, c'était un peu trop compliqué de les prendre en compte. Il y a des recherches plus récentes qui essayent de comprendre ce qui conduit les individus à se positionner de la sorte. En 2011, il y a une étude de Moskowitz qui se base sur des interviews avec 430 hommes recrutés sur Craigslist. Et après leur avoir demandé leur masculinité, leur taille du sexe et leur position préférée, les chercheurs ont établi que les hommes qui ne possèdent pas les caractéristiques considérées comme attirantes et appréciées par les partenaires sexuels occasionnels, enfin donc là on est encore en train de dire un grand pénis, sont apparemment plus enclins à se définir comme passifs exclusifs afin d'obtenir une expérience sexuelle plus agréable et satisfaisante qui ait moins de risque de décevoir son partenaire. Les hommes qui possèdent les caractéristiques sont plus enclins à se définir comme actifs ou polyvalents. Parfois, ils n'ont pas le choix que de jouer le rôle d'actif face à un autre homme qui est dans la première catégorie, qui du coup a décidé d'être passif exclusif. Le même auteur, en 2016, montre que le mécanisme principal qui conduit les personnes ayant un petit pénis à prendre un rôle plutôt de passif, c'est que ça augmente l'anxiété d'être actif. Cette découverte, elle est importante parce que quelque part, on peut se dire que des personnes qui se positionnent à 100% passif regrettent peut-être de ne pas pouvoir être plus polyvalents. Et peut-être même que certains finissent par un peu se forcer à apprécier le sexe réceptif, par exemple, alors que c'était pas forcément la chose qu'ils préféraient à l'origine. Bon, en conclusion de cette partie, il semble bien exister un lien entre position sexuelle réelle et la taille du sexe. Cela est clairement surreprésenté dans la pornographie. C'est un aspect majeur qui survient surtout lors des relations occasionnelles où globalement celui avec le plus gros pénis va adopter un rôle insertif et celui avec le plus petit pénis un rôle plutôt réceptif. Ce lien semble pas conscientisé sur la base de la taille du pénis, mais plutôt on a l'impression qu'un petit pénis renforce l'anxiété sexuelle d'être actif. Quelque part, ça augmente la probabilité du coup d'adopter un positionnement de passif. Là, on va parler du dernier point, c'est le point de l'anxiété sexuelle, qui peut être un peu un sujet tabou, voire un peu difficile. À mon avis, c'est très très important d'aborder ce sujet. L'anxiété sexuelle, c'est une forme d'anxiété qui concerne la sexualité et elle peut être liée à des craintes ou des inquiétudes au sujet de l'acte sexuel en lui-même ou alors de sa propre performance sexuelle. L'anxiété sexuelle peut concerner l'idée d'avoir un rapport insertif ou réceptif. Des études ont montré que l'anxiété lors des rapports où l'individu a la position réceptive, c'est-à-dire en position de passif, c'est souvent lié à des aspects physiques, tels que la peur d'avoir mal, la peur d'avoir des blessures au cours de l'acte, ou encore l'anodyspareunie, que je pense avoir prononcé correctement, qui est une douleur fréquente et intense qui se déclare lors des rapports sexuels anal réceptifs. Bon, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il va falloir que je le répète plusieurs fois dans la suite là. Dans une étude de 2005 de Damon et Rosser de l'Université de Minnesota Medical School, les chercheurs s'intéressent à cette condition d'anodyspareunie. Sur un échantillon de 404 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ils montrent que 55, c'est-à-dire 14%, font l'expérience d'une forme d'anodyspareunie. À peu près un homme sur 10. Ils ont essayé de comprendre quelle était l'origine de cette douleur intense et parmi une série de facteurs hypothétiques sélectionnés par les chercheurs, ils montrent que les participants font ressortir plutôt des facteurs psychologiques, c'est-à-dire à 57% des hommes souffrant d'anodyspareunia vient du coup une sorte de blocage, un mécanisme, une crispation qui est plutôt intellectualisée. Vient ensuite, comme origine de cette douleur, la taille du pénis de l'insérant pour 40% d'entre eux, et suivi par le manque de préparation du terrain avec les doigts. Je ne sais pas si je dois vraiment décrire ou entrer dans le détail de ce point-là. Ensuite, on retrouve le manque de lubrification et enfin, ça peut être la présence d'une condition médicale spécifique. Bon, le plus marquant dans l'étude, c'est qu'environ la moitié des mecs avec une anodyspareunie s'en sortent simplement en décidant de devenir actifs exclusifs. Et là, on peut se dire que, bon, ok, inverser la position, c'est un degré de liberté qui est offert par le fait d'avoir une relation avec un partenaire de même sexe. Très bien, et c'est même plutôt bien trouvé comme solution quand on a ce type de problème. Mais en même temps, les chercheurs indiquent qu'il peut potentiellement y avoir des séquelles psychologiques que d'être contraint et forcé à changer de rôle à cause de la douleur.
Et ce point, il est pas bien étudié. Les chercheurs disent que ça vaudrait le coup de creuser un petit peu ce point-là. Est-ce qu'une personne qui adopte une position sexuelle d'actif exclusif du fait qu'il a ressenti des douleurs intenses au cours de sa vie prend l'intégralité de son pied, ou est-ce que, comme il s'agit principalement de facteurs psychologiques, est-ce que ça serait bénéfique pour son plaisir de travailler le point particulièrement? Bon, il existe aussi l'anxiété d'être insertif, c'est-à-dire d'être actif pendant un rapport sexuel. Cette anxiété, elle peut être liée à la peur de faire une mauvaise prestation, de ne pas être en mesure de maintenir une érection du début à la fin, ou encore l'anxiété peut être liée à la perception de la taille de son pénis, surtout comparée par rapport à celle de son partenaire. Donc si une personne éprouve cette anxiété d'être insertif, du coup il est peu probable que cette personne ait des rapports sexuels en position insertive. Une conséquence, en tout cas, de cette anxiété sexuelle, c'est que quelqu'un qui aurait envie d'une position en particulier puisse finir par adopter une autre position, voire même finisse par renoncer au rapport sexuel. En conclusion de l'épisode, on a vu qu'il y a de nombreux facteurs qui peuvent avoir un impact sur la position réelle et l'éloigner de la position idéale. Les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la position réelle sont liés au pouvoir et au contrôle. Il y a des constructions ou des croyances sur le genre et sur les facteurs ethniques, mais aussi on a pris en compte la taille du sexe et pour finir la notion d'anxiété sexuelle. Concernant les aspects du pouvoir, on a vu que certaines personnes associent le rôle de l'actif à un rôle de pouvoir et de domination, ce qui par conséquent les empêche de tenir un rôle de passif de peur de perdre leur statut. C'est notamment le cas chez des personnes qui accèdent à des postes d'encadrement ou à des niveaux hiérarchiques élevés. La conséquence, c'est que ça peut également générer une image de soi négative chez les passifs, bien que de nombreux contre-exemples existent dans le domaine. Il y a notamment le concept des power bottom qui nous vient de la communauté queer. Ensuite, sur la notion de genre, on a vu que des études ont montré le lien direct entre l'expression de la masculinité ou de la féminité et le choix d'une position sexuelle idéale, mais cela semble être plutôt le fruit d'une construction issue de la manière dont on a traduit des stéréotypes de la communauté et dont on a intégré une sorte d'hétéronormativité. Ce phénomène est d'autant plus amplifié par une conception erronée de la variabilité du genre dans la communauté gay. Sur les aspects de l'origine ethnique, on a vu que les hommes gays semblent adhérer à des croyances genrées sur les catégories raciales et les rôles sexuels, et que certains les reproduisent, notamment concernant la catégorie des hommes afrodescendants associés à des rôles plutôt actifs et les hommes asiatiques associés à des rôles plutôt passifs. On a mentionné aussi la taille du pénis comme étant un facteur important. Les résultats montrent qu'il y a bien une corrélation entre la taille et la position sexuelle, mais que ce lien serait plutôt lié à une augmentation de l'anxiété. Ce qui est marquant ici, c'est que des hommes avec un petit pénis risquent d'apprendre à aimer le sexe anal par défaut, ou alors cela génère de l'anxiété. Et ça permet de faire la transition avec la dernière partie. On a vu en dernière partie les aspects d'anxiété sexuelle, qui sont aussi un facteur très important et qui a un impact sur la position qu'adoptent les individus. Souvent, l'anxiété, elle se nourrit des éléments dont on a discuté juste avant, mais dans certains cas, et c'est le cas pour à peu près un homme sur 10, l'anxiété, elle trouve origine dans une douleur physique intense ressentie lors des actes réceptifs. Bon, on a fait le tour des facteurs qui peuvent influer sur la position réelle et l'éloigner de la position idéale. Je sais que c'était peut-être un peu long, mais c'est vraiment là l'ensemble de ce que j'ai pu trouver dans la littérature académique. Je sais pas ce que tu en penses, mais perso, je trouve qu'on laisse des stéréotypes ou des constructions énormément impacter la manière dont on se positionne au lit. Au-delà des conditions médicales spécifiques qui peuvent affecter certains hommes, tous les autres facteurs sont des facteurs psychologiques issus de préjugés et au final, c'est clairement une façon de rendre les gens très malheureux. Parce que, par exemple, si tu es masculin, dominant, mais que tu te situes plutôt du côté passif, tu risques d'attirer d'autres hommes qui utilisent leur grille de lecture basée sur des stéréotypes, qui seront du coup plutôt passifs aussi parce qu'ils auront vu en toi des attributs masculins et dominants. Et alors, si tu es plutôt actif, mais avec une tendance à préférer les formes de soumission, alors tu risques d'attirer d'autres hommes actifs qui ont cru reconnaître dans ton attrait pour la soumission des attributs des hommes plutôt passifs. Le dernier point, c'est que si tu n'as pas d'indicateur très marqué, tu risques aussi de ne pas être considéré par certains hommes. La majorité des études que j'ai citées aujourd'hui, elles ont à peu près au minimum une dizaine d'années, voire plus. Donc il serait intéressant de chercher si la situation que je viens de décrire, elle a évolué. Alors qu'on assiste typiquement aujourd'hui à une évolution rien que du concept de masculinité, de l'hétéronormativité ou même de fluidité du genre.
Moi aussi, peut-être le dernier point, c'est qu'il y a sans doute plusieurs façons d'éviter d'être influencé par le racisme et les préjugés dans la manière dont on définit sa position réelle. Je souhaite pas donner de conseils dans ce podcast, mais je pense que déjà prendre conscience de ses propres préjugés et de ses propres biais, ça peut être carrément bénéfique. Bon, cet épisode touche à sa fin. J'espère que tu as appris des trucs et que tu as kiffé. Si tu as apprécié ce podcast et que tu souhaites m'encourager, le plus simple, c'est de me donner 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour écouter le podcast et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci de ton écoute et à bientôt.